Donc bonjour à tous. Donc on est réunis ce soir pour évoquer la santé de vos salariés. Je vais passer très vite sur AE14. Je pense que tout le monde nous connaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir ou à poser dans le chat. Moi, c'est Noé Pécou. Je suis agent de développement de la vie associative et l'engagement bénévole au sein d'AE14. Et du coup, je suis notamment sur la partie information pour tous, pour informer tous les dirigeants et les bénévoles associatifs sur toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et du coup, je suis accompagné de mes deux collègues que je vais laisser se présenter, que vous connaissez sans doute. Bonjour à tous, Jennifer Talleux, je suis responsable de la gestion paye. Et Élise, je te laisse te présenter. Élise Wenzel, je suis accompagnatrice de la gestion paye. Parfait. Vous voyez bien mon écran là? Ouais. Oui, c'est bon, super. Hop. Donc on est arrivé à la dernière visio de cette année 2024-2025. Donc on avait mis en place à la rentrée de septembre dernier des visios pour nos adhérents. On a eu plusieurs sujets comme les congés payés, les changements, déclarer les changements dans vos associations. Et puis on termine aujourd'hui avec une visio pour les associations employeuses sur la santé de mes salariés. On a le dernier rendez-vous avec nos adhérents de l'année qui sera notre assemblée générale, où donc la date a été fixée au 5 juin. Vous pouvez déjà cocher dans vos calendriers cette date du 5 juin qui aura lieu à la Maison des Sports d'Hérouville-Saint-Clair comme l'année dernière. Donc la Maison départementale des sports du Calvados. 5 juin. Ça ne dit rien, 5 juin? Si, ça me dit quelque chose. Donc 5 juin. Hop. Alors, on va faire un petit tour de table, on va dire, si vous le voulez bien. Donc, vous présentez très rapidement votre nom, prénom, l'association que vous représentez et votre fonction au sein de celle-ci. Si vous connaissez votre convention collective, vous pouvez aussi nous la dire. Et tout au long de la visio, il y aura des petits quiz, des petites questions qui vont arriver dans le chat. Donc, vous voyez le petit logo en haut à droite, ça veut dire que vous allez devoir répondre à une question. Donc, je vais en mettre une tout de suite. Hop. Vous me dites si ça marche bien. Ouais, ok. Donc, normalement, vous avez une question qui s'affiche. Ouais. Vous allez pouvoir y répondre. Hop. Ok, ça marche. Je vais juste mais ce soir. Le micro. Vas-y. Tu ne vois pas? Non. Hop. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer pour sa petite présentation. Je vous laisse la parole. Bonsoir, Jocelyne Bonsoir. Haucher. Je représente JSF et je fais partie du directoire. Super, merci. Gary Blaifat, directeur du centre social Honfleur, et on est sur la convention à l'ISFA. Ok, Ah oui. merci. Eh bien, quelqu'un veut continuer? Moi, j'avais continué. Je suis Agnès Lecordier, donc je suis nouvelle secrétaire générale de la Ligue de Normandie d'athlétisme et je suis nouvellement nommée, moi élue. Ok, Donc, moi, je vais. bienvenue. Hop. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Barré, je fais partie du bureau du Courseulles Handball Club, donc convention collective du sport. Merci. Je suis Joël Suzanne, je suis le trésorier de la Ligue normande du sport en entreprise. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres personnes? On a fait le tour. Hop. Moi, je suis Patricia Blanfuné, je représente aussi JSF et je fais partie du CA. Ok, merci. Hop, donc je ne sais pas si vous voyez bien dans le chat, pardon. Moi, je suis Jacques Hérichet, je suis le président du comité régional de PGV à Bretteville-sur-Odon. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est votre micro ou il y a des bruits aux alentours, mais il y a un petit fond. Je vais dire, ça fait de l'écho, est-ce que c'est normal? Ça nous fait de l'écho aussi, donc je ne sais pas si c'est votre micro ou si vous avez deux comptes, deux fois la visio d'ouverte peut-être.
C'est pas grave, tant que le micro est désactivé, on n'entendra pas. Est-ce qu'on a fait le tour? Excusez-moi, je viens de me connecter. Françoise Aumont, cravate solidaire de Caen. Pas de souci, merci. Hop, donc allons-y. Donc aujourd'hui, on va parler de la santé des salariés. Donc deux grandes lignes. La première avec la complémentaire santé, la prévoyance et le degré élevé de solidarité. Et ensuite, on ira sur la médecine du travail et le DUERP. On verra ce que c'est et comment le mettre en place. Et puis on finira par des échanges ou questions si jamais il y en avait. À la fin de chaque chapitre, on va laisser un petit temps de questions. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions ou les poser dans la conversation, dans le chat en écrit. On va essayer de rester sous les 1 heure, donc pour une fin, je dirais, aux alentours de 19h. Tac. Et ben, je vais laisser les filles commencer. Donc, on va commencer par la complémentaire santé. Ça doit parler à pas mal de personnes. La complémentaire santé, depuis 2016, toute entreprise du secteur privé, dont les associations, sont dans l'obligation de proposer à l'ensemble de leur personnel, enfin du personnel, une mutuelle d'entreprise obligatoire. La complémentaire santé permet aux salariés, voilà, à tout individu, de venir renforcer les remboursements de la sécurité sociale pour les comment je vais dire ça? Les soins les plus courants. Ouais, les soins les plus courants. Vous avez des exemples à l'écran. Donc, la mutuelle santé, elle peut couvrir, selon les différents contrats, bien sûr, les dépassements d'honoraires, mais aussi les frais dentaires, d'optique, d'hospitalisation et toutes ces choses-là. Et donc, depuis 2016, en France, les entreprises du secteur privé ont l'obligation de proposer une mutuelle d'entreprise à leurs salariés. Ouais. Donc, peu importe le type de contrat de travail, la durée, le temps, voilà, même la catégorie de salariés, l'employeur est dans l'obligation de souscrire un contrat. Attention, en cas de convention collective, le contrat doit être à minima conforme aux obligations conventionnelles, ce qui va être le cas dans vos conventions collectives, clairement. Il est préférable aussi de se rapprocher de caisses qui sont recommandées, ce n'est pas une obligation. Pour autant, pour la mise en conformité dans le temps de vos contrats, c'est quand même préférable. Vous n'avez pas à aller voir votre assureur clairement pour dire ça a changé au niveau de ma convention collective. Est-ce que mes contrats sont bien à jour? Est-ce que mon personnel est bien couvert? Donc concrètement, en tant qu'employeur associatif, vous avez l'obligation d'adhérer auprès d'un organisme de santé et de remettre à chacun de vos salariés les bulletins individuels d'affiliation, conditions générales, les notices d'information, ainsi que les conditions particulières. Donc au niveau de la prise en charge, l'employeur doit prendre impérativement à sa charge au moins 50% de la cotisation complémentaire santé. Et le reste est à la charge du salarié. Alors, pour certaines conventions collectives, pour Alispa, il me semble que c'est 60%. Mais Garib, tu peux peut-être nous le confirmer. Je crois que c'est ça. Oui, c'est. Oui, Jennifer, je confirme, je confirme. Voilà. Ensuite, enfin voilà, là il y a une obligation de prendre 50% en charge. À partir du moment où l'employeur souhaite prendre en charge le plus ou proposer peut-être des options à son personnel au-delà de la base conventionnelle, il va être dans l'obligation de fixer les règles du jeu. En fait, en écrivant, enfin, en rédigeant une DUE, décision unilatérale de l'employeur, qui va clairement déterminer quelles sont les choses mises en place en plus et qui paye quoi.
Ensuite, du coup, du côté du salarié, la souscription à cette mutuelle est obligatoire pour le salarié, sauf dans certains cas et sous certaines conditions, où le salarié peut demander une dispense d'adhésion. Pour demander une dispense, il faut qu'il ait des justificatifs et des cas bien précis. Donc, on vous a mis quelques exemples, mais il y en a d'autres. Donc, par exemple, des contrats de moins de 12 mois ou des cas d'alternance, en cas de multi-employeur, ou quelqu'un qui bénéficie d'une couverture en qualité d'ayant droit, donc qui est sur le contrat de son conjoint ou autre, pourrait rentrer dans les cas de dispense. Ce qui est important, c'est qu'ils vous fournissent les justificatifs et qu'ils vous les fournissent chaque année pour que ça soit bien clair, vous, de votre côté. En aucun cas, un employeur peut dispenser d'office un salarié. Il est dans l'obligation de lui proposer. Et c'est bien le salarié qui éventuellement demande à en être dispensé. Il vous appartient quand même de vérifier que le cas de dispense en fait du salarié soit correct, quoi. Sur notre salarié de la Ligue normande du sport en entreprise, on a pris 100%. Est-ce qu'il faut faire un DUE? Oui, à partir du moment où vous faites plus que les règles conventionnelles, à partir du moment où vous sortez du cadre, voilà, vous ne pouvez pas faire moins, mais bien évidemment, vous pouvez faire plus. La DUE, elle est obligatoire. Mais je pense que ça a été mis en place parce que ça fait, je pense, assez longtemps que vous avez cette complémentaire santé. Oui, très longtemps, oui. Mais il faut le refaire tous les ans ou non, c'est bon? Non, à partir du moment où vous ne changez pas les règles du jeu, vous n'avez pas besoin de refaire. D'accord? Ça a dû être fait alors. On a une question de la cravate solidaire, je crois. Oui, merci. Je voulais juste savoir quelle était la nature du justificatif lorsque c'est affiliation avec le conjoint. Alors normalement, l'autre employeur, du coup, parce que là, ça va être, je pense, dans ce cadre-là, c'est ça? C'est ça, c'est l'employeur du conjoint qui a souscrit une complémentaire santé pour et Pour la qui famille. englobe toute la famille. Ouais, super. Alors ça, déjà, il y a une petite modification à ce niveau-là. Avant, il fallait que ce soit obligatoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir du moment où un employeur laisse la possibilité à un salarié d'affilier conjoint, enfant, voilà. Il y a plus cette notion d'obligation. Au niveau facultatif, ça passe, c'est un cas de dispense. Pour autant, normalement, l'employeur doit être en capacité de fournir une attestation, vous voyez, qui certifie que la personne est affiliée au titre de ce contrat-là. Et ce contrat, enfin ce cas de dispense, c'est justificatif. Faites attention, parfois ça ne peut ne pas durer dans le temps. Il faut vraiment que chaque année, vous ayez ces documents-là en votre possession. C'est surtout en cas de contrôle URSSAF. Très bien, merci. Donc, tout à l'heure, Jennifer parlait des organismes recommandés par les différentes branches. On vous a répertorié les principaux sur éclat et sport. Je ne sais pas si tu as ceux des LISFA en tête, Jennifer, mais donc, On voilà, a Harmonie vous pouvez voir Mutuelle les sur. noms. Comment? Voilà, Harmonie Mutuelle, je sais que voilà, c'est une caisse qui est recommandée. Pour les autres, je suis désolée. Pour la prochaine vidéo, on fera mieux parce que voilà, la dernière, c'est pareil, on n'avait pas prévu forcément pour cette convention collective-là. Et d'ailleurs, je pense que niveau éclat, je veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'on ait quelqu'un qui applique la convention. Je crois que c'est que le sport ou. Ok. Il me semble. Hop, donc un petit récapitulatif pour que ça soit bien clair. On part de haut en bas. Donc, le premier point, je souscris à une complémentaire santé respectant au minimum les garanties de votre convention collective. Juste une précision. Pour ELISFA, pour les conventionnements ELISFA, les deux recommandés, c'est Harmonie Mutuelle, les deux, entre autres, Harmonie Mutuelle et Malakoff Humanis. Merci. Ok. Voilà. Parfait, merci de l'information.
On a un petit commentaire. Humanens répond pas très vite apparemment. Merci Christophe pour l'information. Alors, pour l'information, nous on a été viré de Malakoff Humanis et on est parti chez Harmonie Mutuelle il y a 2 ans. Ok. Alors la raison, c'est trop de dépenses santé, voilà, qui nous ont éjectés. D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Voilà, nous, on vous conseille certains qui sont les plus proches des conventions collectives. Après, libre à chacun d'adhérer à celui qu'il souhaite ou à un autre. La question, je n'ai pas vue. C'est pas humaniste, point d'interrogation. C'était pas humanis, c'est humanance. Ouais. Humanance. Humanance. La mutuelle familiale. Ouais. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis arrivé un peu en retard. Christophe Guilouet, camp volleyball. Pas de souci. Donc le premier point, je reprends. Je souscris à une complémentaire santé respectant au minimum les garanties de ma convention. Ensuite, le deuxième niveau, je propose à l'ensemble de mes salariés, par lettre recommandée ou contre une signature, ce qu'on s'est dit, la complémentaire santé. Ensuite, ça va de 2 côtés. Le salarié accepte l'affiliation du coup du salarié. Et de l'autre côté, le salarié refuse. Du coup, il vous fait un écrit en précisant le cas de dispense et transmet le justificatif associé. Donc, dans ce cas-là, vous avez tous les éléments, donc non-affiliation du salarié. Par contre, bien faire attention, tous les ans, il vous faut le justificatif lié au salarié. Et de l'autre côté, s'il ne transmet pas de cas de dispense ou de justificatif, l'affiliation du salarié, du coup, doit se faire. Alors, je vais rajouter une ou deux petites choses. À partir du moment où le salarié est affilié, il faut nous prévenir, voilà, puisque la cotisation passera par le bulletin de salaire, voilà. Et par ailleurs, concernant les cas de dispense, on vous a dit à juste titre, chaque année, il faut que vous ayez les documents justificatifs. Attention, certains cas de dispense, je pense notamment aux mutuelles personnelles. Demain, on embauche, quelqu'un a déjà une mutuelle personnelle et souhaite en être dispensé, ok, mais jusqu'à date d'échéance de son contrat, qui n'est pas forcément le 1er janvier. On pourrait tout à fait avoir quelqu'un qui a souscrit son contrat au 1er avril, on l'embauche demain le 14 mars, au 31 mars, au 1er avril, on sera dans l'obligation de l'affilier s'il ne rentre pas dans un autre cas. Merci. On a une question, allez-y. Oui, j'avais une question par rapport justement au prélèvement sur le bulletin de paie, hein, ce qui est logique puisque c'est une cotisation en rapport avec le salaire. Alors, je ne sais pas si c'est rencontré par d'autres associations, mais moi, j'ai un décalage entre ce qui figure sur le bordereau que vous me transmettez et les avis de paiement que Harmonie Mutuelle m'envoie. Et c'est jamais les mêmes montants. Je ne sais pas si c'est propre à la cravate ou si c'est quelque chose que vous rencontrez également. Alors, je vais vous inviter à nous transmettre vos avis de prélèvement, en fait, parce que là, comme ça, je ne peux pas répondre pour nous, en tout cas. Ce qui est appliqué sur les bulletins de salaire, c'est ce qui est contractualisé par la structure. En fait, on reçoit chaque année des fiches de paramétrage qui clairement indiquent comment ça doit être paramétré. Maintenant, s'il y a un décalage, je ne sais pas, là, par exemple, qu'est-ce que vous rencontrez exactement comme décalage? Est-ce que c'est dans le temps? C'est le montant aussi? C'est le montant. Donc, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à nous l'envoyer. Certains mois, le montant correspond, d'autres mois, il ne correspond pas. Donc, mais je vais pas, je vous enverrai des exemples, comme ça vous pourrez regarder et puis on envoyez-nous justement l'avis de prélèvement, hein, le document, on va regarder. Ok, merci. J'apporte une petite précision aussi, parce que c'est un cas de figure qu'on a pu rencontrer où l'affiliation, c'est vraiment une étape à faire à part. Il y a l'adhésion auprès de la caisse
et vraiment l'affiliation du salarié à faire à côté. Le simple fait de le faire apparaître sur le bulletin n'est pas suffisant pour que le salarié soit affilié. L'association, vous, en tant qu'employeur, vous devez bien de votre côté faire l'affiliation du salarié auprès de la caisse. Oui, tout à fait. Et c'est là que j'ai du mal à avoir le bulletin d'adhésion du salarié. Je ne sais pas comment ça marche chez Humanance. Je suis encore en train d'attendre les codes d'accès pour gérer le site. Je suis désolé, Élise. Bon, j'ai pas été très rapide au départ, mais là, franchement... On peut toujours régulariser après, c'est pas... Ouais, ça ouais. va se faire. Hop, donc on termine sur la mutuelle, sur ce petit schéma pour bien comprendre, et puis on fera un petit point à la fin du premier chapitre pour avoir les éléments essentiels avec un petit quiz notamment. Donc on passe sur la prévoyance. La prévoyance est un type de couverture qui protège les individus contre les risques liés à des événements imprévus affectant leur santé et leur capacité à travailler. Clairement, ça n'a absolument rien à voir avec la mutuelle, la complémentaire santé, qui, elle, couvre des frais médicaux courants. Voilà, je ne l'avais pas tout à l'heure, je l'ai là. La prévoyance, elle est là vraiment dans le cadre de risques lourds. Comme, je te laisse avancer, Noé, peut-être, le décès. Bon, je vais peut-être un petit peu trop vite là pour le coup. Non. Les exemples, voilà. Voilà, le décès, l'invalidité, bon, des choses clairement pas forcément sympas dans la vie, le handicap et les arrêts de travail, l'incapacité à travailler. Voilà, on peut détailler un petit peu à la limite si vous voulez. Non, tu veux revenir? Vas-y, je te laisse. Non, on pourra détailler après. Ok. La prévoyance, c'est obligatoire. Les salaires, les cadres sont couverts légalement à la base et bien souvent les conventions collectives viennent couvrir les non-cadres et renforcent les couvertures des cadres. D'accord? Donc de la même manière que pour la complémentaire santé, vos conventions collectives vont fixer les règles et vous allez avoir des obligations de couverture conventionnelle. D'accord? Vous n'avez pas d'autre choix que de souscrire clairement un contrat. Là, il n'y a aucun cas de dispense possible pour votre personnel. Si vous ne souscrivez pas, si vous n'assurez pas votre personnel, vous pourriez être confronté à indemniser les salariés au cas où il leur arriverait un pépin. Et parfois, le pépin, il peut coûter très cher. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est que, donc ça c'est les cases recommandées, au niveau des garanties, voilà, on a donc en fonction des conventions collectives, hein, nécessairement ce qui est versé ne va pas forcément être la même chose. Là, il faut regarder au cas par cas. Mais voilà, on va avoir du capital d'essai, comme je vous le disais, des pensions d'invalidité lorsque les salariés sont reconnus en invalidité par la sécurité sociale. Des rentes éducation, malheureusement, pour les enfants. Deux petites choses propres à la convention éclat, l'allocation obsèques et une rente survie handicap. C'est pour les enfants qui se retrouveraient orphelins et handicapés, en fait. C'est une rente particulière supplémentaire. Quelque chose qui va être dans vos deux conventions, enfin dans les trois conventions collectives, voilà, la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la Sécu. Parfois, il arrive qu'en raison de peu d'heures de travail, on n'ouvre pas de droit en fait à la sécurité sociale. Du coup, l'employeur voilà, se retrouve confronté malgré tout à devoir maintenir le salaire. La prévoyance peut venir en renfort à ce moment-là pour ce personnel-là. Voilà. Après, il existe aussi des options supplémentaires pour d'autres cas, des options qui coûtent cher. Et la garantie incapacité, c'est pour les longs arrêts de travail. Je ne sais pas si dans vos structures, vous êtes touchés, mais généralement, à partir du 90e jour,
dans les conventions collectives, il n'y a plus de maintien de salaire par l'employeur, ce qui fait que le salarié se retrouve en fait à toucher uniquement la sécurité sociale. Pour le coup, la prévoyance vient en relais, alors ne couvre pas forcément 100% du salaire, voilà, mais vient en relais dans ce cadre-là jusqu'à, je crois, jusqu'au 1095e jour, quelque chose comme ça. Je sais qu'au niveau de la convention collective à l'ISFA, le maintien de salaire, il est au-delà des 90 jours, sous condition d'ancienneté évidemment. Néanmoins, la prévoyance vient intervenir pour aider l'employeur à maintenir ce salaire-là à hauteur de 75% du net. Est-ce que pour vous, c'est clair les garanties de la prévoyance ou vous voulez... Vous avez des questions? On a voulu mettre des exemples sans rentrer très précisément dans chaque pour vous donner une idée aussi de ce que c'est. Après, s'il y avait des questions plus précises ou des envies de savoir exactement les garanties, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions aussi par mail ultérieurement et on pourrait voir avec vous toutes les précisions. De la même manière, vous avez des caisses recommandées dans les conventions collectives. On vous les a affichées. Je crois qu'il y a Malakoff Humanis, désolé Garip, mais je crois qu'il y a Malakoff Humanis pour Alisfa et Quorum, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. On voulait évoquer du coup la portabilité des contrats de complémentaire santé et aussi de prévoyance. Donc là, on a rassemblé les deux. Donc la portabilité, c'est quoi? Elle permet à vos salariés, sous certaines conditions toujours, de pouvoir continuer à être protégés après avoir quitté l'entreprise pendant une certaine durée et à titre gratuit ou onéreux en fonction des conditions et des choix de chacun. Donc cette protection, elle s'applique à la complémentaire santé si le salarié était affilié, bien sûr, et à certaines garanties du régime de prévoyance. Les garanties concernées par le régime de prévoyance, ça va être par exemple le décès, l'invalidité, tout ce qui est incapacité de travail. Par contre, clairement, il n'y en a pas dans ce cadre-là. Il faut aussi ouvrir droit en fait à l'assurance chômage et ne pas avoir été licencié pour faute lourde pour pouvoir bénéficier à titre gratuit de la portabilité, qui est au maximum de 1 an. Enfin, maximum 1 an ou la durée du contrat. Hop. Donc, on va vous parler du degré élevé de solidarité. Je ne sais pas si, comme ça, est-ce que ça parle à quelqu'un, ce nom, ou c'est totalement flou? Non, Avant, pas on plus disait que le ça. haut degré de solidarité. Un peu le même nom, voilà. Donc on va passer rapidement là-dessus, mais l'idée c'est que vous ayez en tête ce que c'est et comment ça peut servir à vos salariés. Donc le degré élevé de solidarité, DES, c'est un dispositif mis en place dans le cadre de la réforme de la généralisation de la complémentaire santé. Et en fait, il va permettre aux salariés de bénéficier d'actions dites solidaires qui peuvent se révéler être utiles à des moments difficiles de leur vie et où ils vont avoir des aides, notamment financières. Donc, il permet d'avoir accès à différentes actions mises en place en fonction des collections collectives et accords. Donc, on vous a mis des types d'actions, notamment pour nos 3 conventions collectives. Donc, ça peut concerner des prestations non directement contributives, prise en charge des cotisations dans certaines situations. Ça concerne notamment les alternants. Donc, le DES peut prendre en charge le reste à charge de leur mutuelle, par exemple. Donc, que ce soit les 50 ou 40% restants, le degré élevé de solidarité va pouvoir couvrir cette partie-là. Il va prendre en charge des actions de prévention, donc par exemple des formations au premier secours. Ça, c'est du côté employeur, on va dire un peu plus. Si vous souhaitez mettre en place une formation au premier secours, et ce DES, il peut prendre en charge cette formation pour vos salariés. Et puis des mesures d'action dites sociales, donc ça peut être des soutiens financiers. Par exemple, s'il y a des restes à charge sur la partie dentaire ou lunettes, je crois, il peut venir compenser ce reste à charge. Et des prestations avec un objectif de solidarité. Oui, Jennifer. L'orthodontie, dans la convention du sport,
Voilà, pour les enfants, l'orthodontie, il y a une aide financière. Voilà. Après, sous condition de revenus, mais ce n'est pas négligeable. Ouais. Et le dernier point, ça peut être voilà, des aides individuelles pour les personnes qui font face à des dépenses de santé fragilisant leur situation familiale et ou financière. Par exemple, il y a des aides pour un salarié qui est aidant, donc en fonction des des conventions collectives, pardon, et aussi des aides si le salarié vient avoir une maladie longue, il peut se voir octroyer une aide qui est plutôt financière là. Donc voilà, on voulait vous parler de ce degré élevé de solidarité qui est quelque chose où vous pouvez déjà informer vos salariés sur ce point-là. En fonction des conventions collectives, il y a des petits guides pratiques sur ça, donc on pourra vous les renvoyer. Envoyez-nous un mail et on vous renverra celui sur votre convention que vous pourrez transmettre du coup à vos salariés directement. Par rapport à ce degré élevé de solidarité, ce sont enfin voilà, c'est conventionnel. Si vous n'allez pas vers une caisse recommandée, il faut bien vous assurer que tout le package soit dans votre contrat. Parce qu'un salarié doit pouvoir y avoir accès. Hop, alors on va passer au premier quiz du coup sur cette première partie où vous allez pouvoir répondre en direct dans le chat. Je vais vous afficher la réponse. Hop. Démarrer, vous allez pouvoir répondre par vrai ou faux. Normalement, ça s'affiche. Donc la première question, mon salarié est un bon père de famille. Il a déjà souscrit personnellement un contrat de prévoyance. Je n'ai donc pas besoin de m'embêter à le couvrir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On vous laisse quelques secondes pour répondre. De quoi? Qu'est-ce que quoi Bah, c'est faux. C'est sûr, je sais. Ah oui, c'est l'employeur qui doit le C'est sûr et certain. Oui, c'est faux. Ça ne change rien. Et d'ailleurs, bon père du famille, c'est une expression qui n'est plus politiquement correcte. Attention. C'est bien pour ça que nous l'avons mis entre parenthèses, entre guillemets. Oui, mais même. Mon salarié est un parent 1 ou un parent 2. Il a déjà souscrit personnellement un contrat de prévoyance homologué par la convention collective. Ah. Je n'ai pas besoin de m'embêter. D'accord. Dit comme ça. Tu vois, c'est différent. C'est ça. Et là, tu respectes la nomenclature. C'est ça. Hop, on vous affiche la réponse. Donc c'était bien faux. Toutes les réponses qu'on a eues étaient faux et on a entendu à l'oral aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires en plus sur cette question. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Hop, je vous affiche la deuxième question. Mon salarié a déjà une complémentaire santé obligatoire auprès d'un autre employeur. Je n'ai donc pas à souscrire de contrat collectif. Il est où ton vote? Ça arrive, et normalement c'est bon. Je n'ai aucun endroit pour répondre, moi. Ça ne s'affiche pas sur votre écran? Alors, il faut peut-être ouvrir l'onglet Conversation. Peut-être que je ne sais pas où. Ah oui, d'accord. Et normalement, vous avez... voilà. Il était aux deux, tiens, d'ailleurs. C'est moi. Moi, j'ai les deux. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Pas de souci. Ah, on est un peu plus partagé sur celle-là. Bah oui, parce que c'est oui et non. Ça dépend. C'est d'abord non, mais ça peut être vrai. Vrai et faux, ça. Alors, un indice, il n'y avait pas de piège. C'est l'un ou l'autre. Hop, et donc... C'est non, c'est faux, effectivement. Auprès d'un autre employeur. Je vais laisser Jennifer... Alors moi, j'ai répondu vrai, puisque ça fait partie quand même des dispenses possibles multi-employeurs. C'est vrai, mais votre première obligation, c'est de souscrire un contrat. D'accord. Et pour que le salarié puisse éventuellement demander en aide dispensée, il faut bien que vous ayez proposé quelque chose à votre salarié. Donc, il y avait un petit piège quand même. Voilà. Mais c'est pas... Non, mais on le voit régulièrement aussi
Voilà, et ça a fait l'objet de redressement URSSAF. Beaucoup ont amené les dispenses de leurs salariés lors d'un contrôle et le contrôleur lui dit ouais, c'est bien, mais vous n'avez rien proposé. Donc le contrat, la souscription du contrat est obligatoire. Et la question, elle pose un petit problème, c'est moi, j'aurais pas mis souscrire. Je n'ai donc pas à proposer de contrat collectif. Ça aurait été comme ça que je l'aurais compris. Parce que je n'ai pas à souscrire. Ça sous-tend que on a déjà discuté, qu'on a validé le fait que l'employeur autre du salarié restera l'employeur de la complémentaire. Sauf que le salarié, pour demander une dispense, vous devez lui proposer quelque chose. Oui, c'est pour ça que j'aurais changé le mot souscrire en proposer. Pour la question, hein, j'entends, pour la question. Oui, mais là, c'était fait volontairement, la souscription. D'accord. Voilà. Sur C'était piège. fait volontairement. Et puis c'est surtout, on en discute. Alors, ce qui revient souvent, ce qu'on nous dit, c'est la peur de payer inutilement une adhésion si les salariés ne sont pas affiliés. Ouais. Mais en fait, il faut bien se dire que, mis à part une ou deux caisses où il y a des frais annuels à payer, mais c'est extrêmement rare, il n'y a pas de frais. Tant que le salarié n'est pas affilié, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais générés. Donc, c'est vraiment juste dans un premier temps, pour répondre à la convention collective et aux obligations, souscrire simplement à un contrat et le proposer. Après, il y a des cas de dispense. Merci. Hop. Donc, un petit résumé. Vous avez l'obligation de souscrire et de proposer à vos salariés un contrat de complémentaire santé. Vous avez l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance et le degré élevé de solidarité permet à vos salariés d'avoir accès à des aides solidaires. Est-ce qu'il y a des questions, des petites réactions rapidement sur ces deux points, prévoyance, complémentaire santé? Non. Non? Eh ben, on continue. Hop! Donc on va aller vers les autres obligations légales de l'employeur et on va faire un petit point rapide donc, sur les responsabilités et les obligations légales. Un rappel, en tant qu'association, on a les mêmes obligations légales qu'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on a moins d'obligations ou plus. Ce sont les mêmes. Et les dirigeants ont un rôle clé dans la prévention et la protection de leurs salariés. Donc les dirigeants ont notamment une obligation générale de sécurité. Selon un des articles du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et il doit agir dans la prévention des risques. Hop. Donc ça, c'était un petit rappel sur les obligations et on va voir les deux grands points. Donc, et le premier, le suivi médical des salariés. Et tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail dès l'embauche du premier salarié dans l'entreprise. Dans ce cadre, il existe 3 types de suivi. Clairement, dans vos structures, vous êtes concernés par 2, le suivi classique et le suivi adapté. Le suivi renforcé, clairement, dans vos structures, être confronté à l'amiante, etc., je ne suis pas persuadée que ce soit le cas. Dans le cadre du suivi classique, en gros, ça va être tous les salariés. Adaptés, on va y retrouver les apprentis de moins de 18 ans, voilà, les travailleurs handicapés, travailleurs de nuit ou les personnes qui sont titulaires d'une pension d'invalidité. On distingue ce type de suivi parce que derrière, les visites, notamment à l'embauche, ne vont pas être demandées au même moment. Dans le cadre d'un suivi classique, le salarié, vous devez, c'est à vous qu'incombe de faire passer la visite médicale d'embauche. Voilà, c'est à vous d'appeler la médecine du travail, même si la médecine est informée par la déclaration d'embauche. C'est à vous de vous assurer que le salarié sera bien convoqué et qu'il pourra avoir cette visite.
Pour le personnel classique, donc dans le cadre du suivi classique, cette visite doit avoir lieu dans les 3 mois suivant l'embauche. Là où il faut faire attention, c'est que pour les salariés, les apprentis, notamment les mineurs, la visite doit être effectuée avant l'affectation au poste, et pour les autres apprentis, donc majeurs, dans les 2 mois suivant l'embauche. Ça, c'est quelque chose d'important pour bien respecter en fait vos obligations. Ensuite, les visites périodiques ont lieu tous les 5 ans. Et 3 ans pour les travailleurs handicapés. Titulaires d'une pension d'invalidité. Petite réponse quand même, je trouve un petit peu lamentable que c'est tous les 5 ans la visite médicale, même pas effectuée par un médecin, mais plutôt effectuée par une infirmière. Tout à fait. À plus de 300 et quelques euros la visite, ça fait cher tous les 5 ans quand même. Je souscris. Parce que là, par contre, ça, je trouve ça quand même un peu lamentable. Je suis entièrement d'accord. La visite médicale, qui est d'ailleurs chiffrée à la PST de l'ordre de 115 ou 120 balles, c'est-à-dire juste la partie visite. Oui. Voilà. Et puis l'adhésion, même prix, non, mais c'est exorbitant. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Non, il faudrait mieux carrément payer vraiment un médecin. Parce que là, moi, j'ai téléphoné plusieurs fois à la médecine du travail parce que je ne voyais pas la convocation venir. Ah, on m'a dit, monsieur, une fois tous les 5 ans. Ah, d'accord, ok. Et c'est laquelle? C'est quelle médecine du travail? La médecine du travail pour la Ligue normande du sport en entreprise. Alors, ça doit. Je ne vous dirai pas le nom, il faudrait que je le recherche. C'est la mixte? Comment? La mixte, peut-être, la CMAIC? Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, la mixte. Oui, voilà, moi, je suis à la PST, mais c'est pareil. Hein. Oui, c'est. Après, et en plus, effectivement, hein, ça a un coût. Mais pour autant, vous, en tant qu'employeur, c'est votre seule façon de vous protéger. Oui, tout à fait. Le médecin... Je ne conteste pas. Hein. Je suis un ancien chef d'entreprise, alors je ne conteste pas. Mais je trouve quand même un petit peu lamentable. En plus que pour avoir un rendez-vous, il faut attendre des mois, des mois et des mois. Après, on vous donne un rendez-vous, mais allez, 10 jours avant, on vous l'annule parce que la personne est absente. Et j'ai eu tous ces cas-là, alors pour ça. Et en plus, ce qui était quand même formidable, c'est qu'on m'envoie notre convocation et il y a presque une menace en disant « si vous n'êtes pas là, ça sera facturé ». Non, il faut arrêter un petit peu. C'est moi qui demande, c'est moi qui est le salarié. Et après, c'est eux qui me disent éventuellement ce que j'ai à faire. Voilà, bon, point. Hein. On ne va pas aller plus loin. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ouais, non, mais voilà, on savait que ça allait faire réagir ce sujet-là, mais voilà, c'est aussi pour rappeler les obligations légales et comme vous l'avez dit, c'est bien à l'employeur de aussi, comme vous le faites, rappeler votre organisme pour prévoir les rendez-vous parce que c'est la seule façon, vous, en tant qu'employeur, de vous couvrir aussi. Tout à fait. Et pour ce prix-là, la PST vous indique que c'est à vous d'adresser la convocation aux salariés. C'est-à-dire qu'ils transmettent à l'employeur pour donner aux salariés. Mais ils sont bons princes parce qu'ils envoient quand même un SMS aux salariés. Ah, ils sont exceptionnels. J'ai jamais reçu de SMS. C'est vraiment... Je ne me souviens plus. Non, mais bon, au moins... C'est aussi le rôle de l'employeur de transmettre la convocation aux salariés. Mais bon, oui, on est d'accord. Ça une fois tous les 5 ans, disons, qu'on le fait tous les ans, pour 5 ans, ça fait quand même 1 500 € pour avoir un diagnostic. Ça va, tout va bien, machin. Bon, il faut arrêter. Moi, j'ai passé 35 ans dans le milieu pharmaceutique et je peux vous dire que là, vraiment, je trouve ça un petit peu cher pour ce qu'ils font. Ouais. Tout à fait. Et sans pouvoir de prescription. Oui. De toute façon, s'il y avait quoi que ce soit, il faut retourner chez le médecin. Oui. Merci des échanges. Ça sert aussi à ça, ces moments-là. Et puis de pouvoir échanger vos différentes remarques. Hop. Alors, on continue sur le suivi médical avec un cas bien précis, le cas de salarié multi-employeur. On sait que c'est le cas pour certains, un nombre d'associations. Donc, on voulait repréciser les choses.
la base, c'est que chaque employeur doit assurer le suivi médical de ses salariés. Et en cas de salarié multi-employeur, il y a une possibilité de mutualisation, mais elle est possible sur certaines conditions qui sont cumulatives et il faut bien respecter ces conditions. Donc, on vous a affiché les 3 critères. Donc, le salarié doit avoir au moins 2 contrats de travail, dont les emplois concernés relèvent de la même catégorie socio-professionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socio-professionnelles, des emplois salariés, des employeurs privés et publics. Ça, c'est le 2e critère. Et le 3e, dont le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au point 2 précédent. Ça veut dire qu'il faut absolument que le salarié cumule les 3 critères suivants pour qu'une mutualisation soit possible. Donc, la base pour vous en tant qu'employeur, c'est que vous devez assurer le suivi médical de vos salariés. En cas d'un salarié multi-employeur, vous pouvez creuser un petit peu si c'est exactement le même emploi et la même catégorie selon la nomenclature pour pouvoir mutualiser. C'est surtout ça qu'il faut reprendre. C'est vraiment les emplois sont concernés, sont dans le même type de mission. C'est-à-dire que les risques sont globalement les mêmes, quoi. Ouais. S'il y a effectivement un salarié qui travaille dans une usine de pétrochimie et puis qui fait un autre job en tant qu'entraîneur de badminton, là effectivement il faut deux types de suivi, hein. C'est ça. De toute façon, c'est la médecine du travail qui déterminera en fait si le salarié peut rentrer dans ce cadre-là ou pas. Tout à fait. Vous pouvez apporter des éléments si vous connaissez la situation, mais ensuite c'est la médecine du travail qui fera le choix. Juste Noé, oui. On n'a pas parlé de visite de pré-reprise et de reprise. Elle est un petit peu vite. Voilà. Dans certains cas, il est nécessaire que votre salarié puisse revoir le médecin ou l'infirmier en fonction, après une absence, de façon obligatoire après un congé maternité, après une absence liée à une maladie professionnelle, c'est vraiment important, ou après un accident du travail d'au moins 30 jours. Là, il faut vraiment que le salarié voit le médecin ou l'infirmier avant qu'il reprenne le travail. Car en cas de souci, vous pourriez être mis en faute. Voilà, puisque pas d'avis d'aptitude sans avoir vu le médecin. Maladie, c'est 60 jours, hein, c'est ça? Maladie non professionnelle, c'est 60 jours. Accident du travail, 30 jours. À moins de 30 jours, il est quand même conseillé de demander l'avis, dans le cadre d'un accident du travail, de demander l'avis au médecin du travail pour savoir s'il souhaite quand même qu'il y ait une visite ou pas. Parfait. Merci pour les précisions. Hop. Juste un mot, une précision sur la facture par rapport à ce qu'on a dit. Là, je suis allé rechercher la mienne. En fait, on est à 116 € par personne. J'ai 2 salariés. Donc, c'est pour ça que j'arrive à 321 au total. La 321, c'est les 2 fois 116 plus TVA et plus une cotisation de droit fixe par entreprise, 35 €. Voilà comment est constitué les 320 €. Donc c'est 116, moi j'avais dit 115, mais c'est 116 hors taxe. Donc on fait à 145 € la visite. Ouais, et c'est des choses, c'est des choses qu'il faut avoir en tête aussi quand on devient employeur, de dépenses, on peut dire annexes, que l'association va devoir couvrir. Oui, ça fait partie des coûts salariaux. Hein. Alors j'ai eu une discussion. C'est le montant pour une personne. Pardon? Alors, j'ai pas le montant, mais je recherche mon chiffre, j'ai dans les 320, mais c'est pour une seule personne. Moi, c'est pour 2. J'ai quand même 2 salariés que je couvre. J'ai qu'une salariée, je paye 300 et quelques aussi. D'accord. Et puis une chose, j'avais déjà eu des échanges avec eux par le passé, parce que là, je suis à nouveau en train de reprendre avec eux. Mais par le passé, je crois que c'est avec la SMAIC que j'avais eu ça.
comme discussion. Ils mettaient une tarification assez élevée parce qu'ils considéraient qu'ils offraient des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on pouvait les appeler et que ça permettait de financer leurs conseils. Voilà. Donc il y avait genre une hotline, vous l'utilisez ou pas, c'est tant, quoi. Ouais, des choses qu'on ne sait pas forcément non plus au début du contrat. Oui, tout à fait. Enfin, là, sur la PST, c'est pas clair. J'ai pas l'information. Quand je suis sur mon compte, j'ai du mal à retrouver les infos que je veux, notamment la facturation, le contenu du service. J'arrive pas à voir clairement ce que c'est. Je ferme la petite parenthèse. Dans la fonction de la médecine de prévention que notre service doit assurer, certes, il y a les visites médicales, mais il y a vraiment une mission de conseil et notamment d'études de poste si on a des difficultés avec un salarié sur ses études de poste. Enfin, normalement, il y a une mission beaucoup plus large que la visite médicale. Hein. Oui, on est d'accord. Donc, c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger parce qu'on peut avoir, en fonction de nos salariés, des personnes qui nécessitent cet éclairage sur comment nous, employeurs, on doit adapter le poste. Oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est souvent le cas lors de visites de pré-reprise d'ailleurs, où la médecine du travail cherche à voir si des adaptations au poste sont possibles, etc., se déplace aussi dans les structures. Voilà. Après, on n'est pas forcément concerné partout, voilà, et heureusement, mais il y a un vrai rôle de conseil normalement, effectivement, mais bon, il faut leur demander. Merci des précisions. Je vois le temps avancer. Alors, on va continuer sur les obligations légales de l'employeur avec le DUERP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, chaque employeur est tenu d'évaluer les risques professionnels dans sa structure et de les rédiger et mettre à jour dans ce document unique. Donc, le DUERP, c'est un document qui va répertorier tous les risques pour vos salariés sur leur lieu de travail. Ce document, il est obligatoire dès votre premier salarié. Et il doit aussi être à jour, il doit être mis à jour, chaque année. Depuis quand? Comment? Depuis quand c'est obligatoire à partir de un salarié? Bonne question. Là, depuis quand, j'avoue que je pourrais y répondre. Est-ce que tu trouves ça nouveau? Oui, je découvre que le DUERP est obligatoire pour nous, quoi, tout simplement. Je ne l'ai pas mis en place. Je connais très bien ce document. Oui, moi aussi, j'ignorais que c'était dès le premier salarié. Je croyais que ça concernait les plus grandes entreprises. Ouais, c'est pour ça qu'on a voulu le représenter et vous le rappeler. C'est que ça concerne du coup l'ensemble de vos associations dès qu'elles passent employeuses. C'est pas une petite affaire, hein, non. Du ERP. Hein. C'est pour ça que je suis un peu surpris que ce soit sur un... OK. Je suis d'accord avec vous parce que moi aussi, je le découvre. Pour un salarié. Ouais. Eh ben, on a bien fait d'en parler. Donc, ce document, il sert à identifier et analyser les risques professionnels pour vos salariés. C'est un outil essentiel pour construire un plan de prévention. Par contre, par exemple, le plan de prévention, là, il va être obligatoire quand on passe un certain nombre de salariés. Je crois que c'est 11, donc pas pour toutes les structures. Il faut creuser là-dessus. Donc, l'évaluation des risques, qui consiste à s'interroger sur la nature des dangers, le nombre de salariés potentiellement exposés, ainsi que le lieu et la durée d'exposition à ce risque. L'évaluation des risques, elle inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris des choses comme l'entretien ou la maintenance. C'est vraiment, on va prendre l'ensemble des choses qui se passent sur une journée que votre salarié va faire, et on va classifier en fait les risques, quels sont les risques, et à quel niveau ils sont. Est-ce que c'est un risque faible, élevé ou moyen? Là, ça mérite, c'est carrément une formation. Hein. Ouais. Mettre en place un tel support, là tu parles d'évaluation des risques, il faut effectivement catégoriser les critères,
C'est ça. Il s'agit évidemment de regarder quand même globalement les risques réels, mais bon, en général, on essaye de pas trop en mettre. On attend qu'il y ait entre guillemets des réclamations, même si on en voit certains, des risques évidents. Hein. Les risques évidents, faut les mettre, mais sinon, pas trop développer. Hein. Mais le DUERP, ça demande, je réinsiste là-dessus, hein, une formation complète. Hein. Oui, bien sûr, on va vous en parler. Je vois dans les commentaires que les centres de santé au travail peuvent aider. Voilà, la médecine du travail, c'est aussi leur rôle d'aider les employeurs à mettre en place ce DUERP. Mais aussi d'autres structures qui peuvent vous accompagner et vous fournir de l'aide sur la rédaction de ce document. Il y a plusieurs étapes, donc la préparation à l'évaluation, identifier les dangers par unité de travail, donc une catégorie, en fonction des salariés, ils peuvent avoir des risques différents. Dans le DUERP, on va tous les lister. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on a listé tous les risques, ça va être les analyser et les classer en fonction de leur dangerosité. Et puis proposer des solutions, regarder ce que ça fait, etc., etc. Ouais. Donc sur ce sujet, AE14, on vous propose de vous accompagner sur les différentes étapes du DUERP, sur comment le mettre en place et comment enclencher le travail. Donc là, au vu des différents retours, j'imagine que c'est quelque chose où vos associations pourraient être intéressées. Nous, le premier point, ça va être de vous envoyer les aides, les outils que vous pouvez avoir pour déjà commencer la réflexion et se dire c'est quoi un DUERP, comment je vais le mettre en place, quelles sont les étapes. Et c'est ensuite, à ce moment-là, où on pourra rentrer dans l'accompagnement vraiment d'un point de vue pratique. Et je vois que voilà, les OPCO ont des trames aussi. Oui, bien sûr, le DUERP, il y a pas mal d'accompagnements possibles et d'aides ou d'outils qui peuvent vous servir. Ouais. Bon, quand on a peu de risques, on va dire clairement dans le sport, il y en a très peu, quoi. Mais il y en a quand même, notamment sur des pratiques de manipulation de matériel. C'est plutôt là-dessus qu'il peut y avoir des risques réels. Après, les risques physiques, sportifs, on les connaît plus ou moins dans chacune de nos disciplines. Mais les risques majeurs dans l'activité sportive, c'est les matériels. Matériel et puis déplacement. Ça aussi, c'est un sujet qui doit être mis dans le DUERP pour pouvoir gérer le vrai risque du déplacement, ne pas prendre les choses à la légère, notamment sur l'information de qui conduit, qui emmène. On parle de RC, de responsabilité civile, on parle de permis, on parle de capacité. Enfin bon, c'est déplacement et usage du matériel. C'est les principales recherches de risques à regarder. Ouais, l'idée là, c'était vraiment de vous rappeler ça et de se dire, voilà, c'est un travail où l'employeur a l'obligation de se mettre dedans et donc de réfléchir aux potentiels risques. Mais on pourra aller plus loin sur un autre temps, un autre moment. Alors, petit quiz sur ce deuxième sujet. Avec la première question, mon salarié a également un contrat avec une autre association. Nous pouvons donc mutualiser la médecine du travail. Oui, mais c'est... Avec encore une fois, un petit piège, on va dire. Allez, je mets faux. Hop, on va passer à la réponse et la petite explication, qui je pense en aura besoin. On est à 50-50. On n'est pas trop mal avec cette réponse de vrai et faux, les deux en même temps. Si c'est la même discipline ou pas? Exact. Donc, on a vu tout à l'heure que pour pouvoir mutualiser, il y avait certaines conditions. Donc là, vrai et faux. Vrai dans le cas où on respecte toutes les conditions et faux
si c'est pas du tout la même catégorie socio-professionnelle ou pas du tout le même travail. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jennifer. C'est bon. Non. Très bien. Hop. Une dernière question. Notre association fonctionne seulement avec des bénévoles. Dans un avenir proche, nous souhaitons embaucher un alternant. Est-ce qu'on sera donc concerné par le DUERP lors de cette embauche? Oui. Je vous mets le sondage quand même, mais on l'a abordé tout de suite, donc ça devrait être clair, j'espère, pour tout le monde. On a des oui. Effectivement, dès lors qu'on a un premier salarié et un alternant est un salarié, on est concerné par le DUERP et on doit donc le rédiger et le mettre à jour. En résumé, l'employeur a une responsabilité légale et morale sur la santé de ses salariés. La prévention est un investissement rentable, avec des exemples, moins d'absentéisme, une meilleure motivation. Des solutions existent pour accompagner les associations. On a parlé du DUERP, voilà, des solutions existent, des aides financières, la médecine du travail est aussi là pour vous aider et vous accompagner sur tous ces sujets. Et le mot de la fin avant les petites questions qu'il pourrait y avoir, prendre soin de la santé de vos salariés, c'est aussi assurer la pérennité de vos associations. Donc, c'est un sujet important. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des petits partages rapides? Je tiens à vous remercier quand même pour cette visio et surtout pour le DUERP. Sur le DUERP, je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais pas qu'avec un seul salarié, on était obligé. Ouais, merci beaucoup. C'est l'idée de ces visios, c'est de vous rappeler les grandes lignes, on va dire, sans rentrer forcément dans les détails. Mais ensuite, on est toujours là pour répondre à vos questions. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous renvoyer un mail pour plus de précision. Oui, moi, je voulais vous remercier aussi et puis avoir une petite demande. Est-ce que vous pouvez nous transmettre le support de présentation? Oui, bien sûr. Je vous retransmettrai du coup le support sans souci. Et j'ai enregistré la visio, donc s'il y avait des demandes, je pourrais vous la retransmettre aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Juste une petite précision. J'espère qu'on retrouvera la date, s'il y a une date sur dès le premier salarié, hein, si on retrouve cette date-là. Par contre, il y a des nuances sur les engagements et les obligations selon les tailles d'entreprise. Je vous en ai mis un exemple là, dans la conversation. Oui. Le DURP pour les petites structures comme les nôtres est quand même moins contraignant, hein. Il y a des choses plus simples à mettre en place. Mais ça m'intéresse de savoir depuis quand, hein, parce que la loi, elle est passée en 2001. Oh. Eh ben, on va se renseigner, mais Ouais. oui, forcément, quand la structure grandit, il y a encore plus d'obligations petit à petit. Mais on va se renseigner sur ce sujet-là et dans le mail de retour, on vous reconfirmera les choses. Ouais, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Pour ma part, j'ai travaillé pendant plus de 18 ans en chambre de commerce et on a attaqué le sujet du DURP auprès des entreprises dès 2003, 2002-2003. Et il a fallu plus de 10 ans avant qu'on commence vraiment, même nous, les consultants, à arriver à commencer à sensibiliser les entreprises. Et c'est vraiment un boulot, aujourd'hui il est plus qu'obligatoire, et s'il n'y a pas de DURP, la responsabilité de l'employeur, elle est tout de suite pointée du doigt, hein. Il vaut mieux faire un premier DURP simple qui indique qu'on s'est penché sur la question, même s'il n'y a que 2 ou 3 lignes, mais qu'on ait réfléchi et qu'on se dise tous les ans, allez, on se pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, non. Voilà. Oui, le faire évoluer, bien sûr. Et le faire évoluer, bien sûr, en conséquence, tout à fait. Oui, exact. Je suis persuadé qu'il y a pas mal d'associations qui ne sont pas du tout au courant, hein. Je me permets quand même de vous dire que pour les associations, ça fait à peu près 3-4 ans qu'il y a eu un site qui a été mis au niveau de la sécurité sociale pour les associations, qui a simplifié énormément
le DURP. Voilà. D'accord. Et nous, et moi, j'appartiens donc, je suis à Bréville-sur-Odon et nous on est une formation, on fait une école de formation. En fin de compte, on forme des futurs animateurs. Et donc, dans le cadre de Calliope, ça nous est demandé. Hein. Voilà. Calliope, hein, c'est une norme. Hein. Voilà. Ouais. Merci. Ok, merci. Merci des infos.